Bonjour à toutes et à tous. Il est 8h30, on va pouvoir commencer ce web café qui est donc du pôle EMC2, qui est chargé de projet au sein du pôle EMC2, va pouvoir nous présenter comment dynamiser l'émergence de projets d'innovation, un sujet qui, pour le coup, est vraiment dans le cœur de métier du pôle EMC2. Et voilà, et donc ça va être un début d'idées finalement et d'échanges qui vont être apportés ici. L'objectif est vraiment que vous puissiez participer. Vous avez sur le côté, donc c'est le 1, 2, 3, enfin sur le bas plutôt, le 5e bouton, une petite bulle, c'est le chat. Là-dessus, vous pourrez mettre vos commentaires au fur et à mesure de la présentation. Je vous remercie d'avance de bien vouloir couper tous vos micros lors de la présentation et c'est par la suite qu'ensuite on vous donnera la main. Donc n'hésitez pas à mettre vos remarques, vos questions pour que comme ça on évite d'avoir trop de bruit de fond. Voilà, et bien merci d'avance. Merci Steven pour ta présentation par avance et je te laisse la main. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci de participer à nos web cafés. Donc effectivement, on va parler aujourd'hui d'échanger sur comment dynamiser l'émergence du projet d'innovation. C'est un sujet assez vaste et complexe, pas mal de théories, de méthodes parallèles qui peuvent être concurrentes, complémentaires, qui sont imbriquées avec pas mal d'ambiguïté. Des théories parfois très théoriques, difficiles à implémenter pratiquement dans un contexte réel, contraint, concret, ou à l'inverse, des outils pas très cadrés et du coup qui sonnent un petit peu creux parfois. Ce que je vous propose, c'est d'abord pas une vue d'expert, si l'on est de toute façon, mais de vous proposer un panorama de quelques théories, de méthodologies, de cas conceptuels qui nous semblent pertinents pour nous dans le contexte d'émergence du projet. Et on vous propose ensuite un temps d'échange pour vous retourner la question en fin de compte. Et pour partager des retours d'expérience ou des réflexions. Alors, une définition de l'émergence, ça va être l'irruption d'un objet nouveau dans un paysage. L'objet qui va émerger dépendra du contexte. Au pôle EMC2, c'est des projets d'innovation collaborative. De l'idée dans la tête d'un interlocuteur à un projet déjà bien avancé. C'est un peu la matière de travail du pôle EMC2. Puis ailleurs, encore une fois, ça dépendra du contexte. Donc, on va commencer par un peu un panorama, boîte à outils de différentes choses qui peuvent exister, qui nous semblent importantes. Alors, d'abord, la théorie CK. Alors, CK, c'est pour Concept et Knowledge, donc concept et connaissance. Et ça se base sur, en fin de compte, l'échange et la complémentarité entre un espace concept qui va être lié à la créativité et un espace de connaissance un petit peu plus rigoureux. C'est des allers-retours entre ces deux espaces. Donc, sur le schéma, on voit donc l'espace des concepts ici et l'espace des connaissances. Et pour schématiser un petit peu, on va partir des connaissances initiales pour imaginer un concept qui va pouvoir évoluer à partir d'un concept de départ. Cette évolution-là peut engendrer ou directement des nouvelles connaissances ou rendre compte de certains manques de connaissances et on va pouvoir aller chercher ces connaissances-là. En retour, ces nouvelles connaissances-là vont engendrer des nouvelles évolutions de concepts, etc., jusqu'à aboutir effectivement un ensemble de connaissances qui est cohérent et un concept qui effectivement peut aboutir à une innovation, une réalisation innovante. Cette théorie-là est quand même assez lourde et déclinable en outils. Alors, stratégie d'innovation, pilotage de projet, de brevet, par exemple. Un exemple assez récurrent, c'est par exemple le Swatch, qui est assez connu pour l'utiliser. Une deuxième théorie, c'est TRIZ. Alors, je ne vais pas être capable de vous donner l'acronyme puisque TRIZ est en russe. Une traduction approximative, ce serait la théorie de résolution inventive de problèmes. C'est une méthode qui est analogique de transposition de principe, qui va servir un petit peu à un déblocage de l'inertie mentale. Dans deux cas principaux, mais qui peuvent ensuite être déployés,
dans un cas de créativité, pardon, ou de résolution de problèmes. Un avantage de cette théorie, ou des méthodes qui en découlent, ça va être que c'est structuré et systématique, là où par exemple un brainstorming va être plutôt aléatoire et partir un peu dans pas mal de directions. Avec des exemples, il me semble que c'est assez utilisé, notamment dans les filières aéronautiques et automobiles. Je donne un exemple ici. Je pense qu'il y a pas mal de réserves sur le sens qu'on peut en tirer, mais c'est pour illustrer Samsung qui depuis quelques décennies utilise cette théorie TRIZ, a effectivement un dépôt de brevets plus important que des concurrents ou que des sociétés analogues. Le cas théorique est assez complexe et peut être décliné, mais peut être décliné en plusieurs outils. Alors le principal ou le plus connu, ça va être les 40 principes d'innovation, qui correspond au schéma qu'il y a dessous. C'est en fait 40 principes qui permettent de transposer à partir d'un concept, à partir d'un objet, d'une innovation, d'aller transposer, d'aller imaginer systématiquement qu'est-ce qui pourrait être. Alors un exemple, ça va être par exemple la segmentation. Que se passe-t-il si vous segmentez votre objet? Ou le groupement, est-il possible de grouper des objets destinés à des opérations parallèles? Et donc, tous ces 40 principes vont nous permettre un peu de lancer la réflexion sur l'évolution d'un objet ou d'un produit. D'autres outils dans ce cadre-là, ça va être des 8 lois d'évolution, pardon, et 11 principes de séparation, le résultat idéal final. Quelques méthodes un petit peu analogues dans ces transpositions-là, c'est le biomimétisme ou la bioinspiration des structures du principe du vivant, les uchronies ou les what if, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se serait passé si tel événement se serait passé différemment, les best et worst case scénarios, les fiction, le scamper. Il y a quand même beaucoup de méthodes sur ce genre de choses-là que je mentionne rapidement parce qu'elles me paraissent intéressantes. L'approche suivante, c'est la prospective. Donc, en guise de définition, je vais vous donner deux citations. La première de Michel Godet, qui était titulaire de la chaire de prospective au CNAM pendant quelques années, qui dit que la prospective, qui dit que toute forme de prédiction est une imposture, car l'avenir n'est pas écrit, il reste à faire. L'avenir n'est pas seulement le produit du hasard, des déterminismes socio-technologiques, il est aussi le fruit de la volonté des hommes et des organisations. Un peu plus pragmatiquement, et repris par la BPI, c'est une démarche qui vise à anticiper au mieux les évolutions de notre société. Son but est avant tout d'éclairer les choix du présent, ce que nous faisons aujourd'hui et dont les répercussions sont visibles à moyen ou long terme. Donc la prospective, c'est une démarche collective, interdisciplinaire, systémique et stratégique qui considère le futur comme un territoire à construire. Des termes qui reviennent souvent, ça va être on parle de futurs imaginables, dans lesquels sont des futurs possibles, ou non d'ailleurs, et dans lesquels on peut atteindre des futurs souhaitables ou non. Ces futurs souhaitables qu'on va essayer de renforcer, de faire qu'ils arrivent, ou effectivement, donc c'est ça qu'on va pouvoir mettre en place des choses pour lutter effectivement contre l'arrivée de ces futurs non souhaitables. C'est une discipline qui est focalisée sur le présent. Son but, c'est bien de donner des clés pour l'action aujourd'hui, qui amène un petit peu au changement de perspective, et selon l'échelle d'impact, de l'aide à la décision, à la transformation, via une mobilisation d'une orientation stratégique. Là encore, c'est quand même assez complexe. Il y a des outils, des ateliers assez pratiques qui permettent de mettre ça en place pour une opération assez simplement. En guise d'exemple, alors c'est porté en France par pas mal de grands groupes, notamment Snecma, ou Safran, EDF, Shell ou BASF. Il y en a pas mal d'autres. En guise d'exemple, je vous recommande donc quelque chose d'assez local, donc qui est Vision 2050 des Pays de la Loire selon le monde économique, qui est porté par la CCI régionale, notamment avec quelques acteurs locaux qui ont pu participer, ou également une étude qui est en cours par Futurib sur des scénarios à l'horizon fin 2021 de sortie de crise de Covid-19. Une autre approche, c'est celle des organisations apprenantes. Alors, une organisation apprenante met en œuvre un ensemble de pratiques et de dispositions pour rester en phase avec son écosystème. C'est un peu la définition de l'apprentissage de façon générale.
Alors, c'est assez comment dire, abstrait. Pour schématiser ça, donc, on part d'une expérience, on va dire, une adaptation ou une erreur qui va arriver. Il y a deux formes d'apprentissage qui peuvent rentrer en jeu. Un apprentissage dit simple book qui va être assez, on va dire, superficiel, c'est un peu négatif, mais on va dire rester un peu en surface qui correspondre à des améliorations ou des petites formations. Et un apprentissage simple book dans le cadre d'une organisation, double book, pardon, dans le cadre d'une organisation apprenante, va chercher beaucoup plus en profondeur et va être capable de remettre vraiment en cause la vision, les valeurs et les représentations collectives de cette organisation-là. Pour faire un écho avec le tout premier web café donné par Laurent Manac, le CEO de MC2, il citait Churchill qui disait Never let a crisis go to waste. Donc ne pas savoir profiter, savoir rebondir sur une crise, si on peut dire, c'est un petit peu voilà, un bel écho avec le concept d'organisation apprenante. Excusez-moi. La veille et la valorisation de la donnée, excusez-moi. Donc une donnée est un élément brut, une information est une donnée mise en contexte, et une connaissance est une information comprise, assimilée et utilisée, aboutissant à une action. Donc c'est important à garder en tête. Donc je vous rappelle les 5 étapes du processus de veille, donc issu du guide de retard de l'intelligence économique. C'est tout à fait sérieux et très intéressant. Je vous recommande d'aller voir ça. C'est disponible c'est téléchargeable sur le web. Donc il y a 5 étapes dans un processus de veille qui va être d'abord l'expression des besoins, la recherche des sources, la collecte et la surveillance, le traitement, l'analyse et l'exploitation des informations et la diffusion par la suite. J'ai mis en gras l'étape 2 et 3 qui sont celles qui, je pense, auxquelles on pense quand on pense veille. Faut bien sûr ne pas oublier les autres étapes qui sont tout à fait importantes et cruciales dans ce processus-là. Avec un paradoxe à gérer qui est celui de bien savoir cibler sa veille pour pas être noyé sur l'information et pertinent, mais rester ouvert à la surprise et rester ouvert à des informations qui pourraient être importantes dans cette veille-là. Un petit mot sur l'innovation participative. Excusez-moi. Donc, de la boîte à idées à la construction ou plateforme participative, plutôt à vocation interne à une organisation, avec une approche transversale qui tend à effacer un petit peu les silos internes et qui peut devenir collaborative, j'en dis un mot après, avec des partenaires extérieurs. Alors, avec des équilibres un peu fins à trouver entre, d'un côté, l'individu en collectif sur une échelle transverse et plutôt du bas vers le haut, donc bottom-up, et la structure globale, plutôt top-down, mais plutôt en silo, et un second équilibre qui va être entre la rigueur et la linéarité de la méthode à déployer, et tout ce qui est créativité, serendipité, essayer d'aller faire émerger des idées en interne. Un exemple intéressant, c'est celui de Decathlon avec son approche Vision 2026 en 2016 qui a fait contribuer plus de 30 000 personnes à la construction de sa vision. En passant donc à l'innovation collaborative, donc c'est défini par son initiateur comme l'entrée et la sortie de connaissances au sein d'une organisation dans un objectif d'accélération de l'innovation et d'élargissement du marché. Alors pour schématiser ça, on a donc ce schéma en entonnoir. Donc il faut imaginer l'innovation, on va dire non collaborative avec un entonnoir son trou, où effectivement tous les briques de base, toutes les idées internes à l'entreprise vont amener une innovation à un marché courant. En innovation collaborative, on remplace cet entonnoir-là par, on va dire, une passoire ou un entonnoir ouvert. On va se mêler à toutes les briques internes à l'entreprise, des briques externes, partenaires, collaborateurs, clients, etc. D'abord pour renforcer effectivement
les innovations apportées au marché de l'entreprise. Pourquoi pas ouvrir des nouveaux marchés et éventuellement, le cas échéant, aller pouvoir offrir des innovations qui auront émergé en interne à d'autres marchés. Il y a là des licences, des spin-out et ce genre de choses-là. Une autre citation de la directrice ingénierie avancée du groupe Renault qui décrit l'innovation collaborative comme un processus d'innovation par lequel l'organisation n'est plus refermée sur elle-même, mais s'ouvre sur une diversité d'autres acteurs extérieurs, tout en favorisant la créativité en interne. Pardon. Donc l'innovation collaborative, c'est le métier du pôle MC2. Une définition que je reprends, qui est celle de la loi de finances 2005, des pôles de compétitivité, qui dit que c'est un regroupement sur un même territoire d'entreprise, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement économique pour l'innovation. C'est une définition que je reprends de Laurent Manac, encore une fois, que je trouve particulièrement intéressante pour définir les pôles de compétitivité. Un petit mot sur la propriété industrielle, très rapide. Dans l'innovation collaborative, c'est un sujet éminemment complexe et primordial, mais qui ne doit pas être un frein. C'est un sujet important au même titre que d'autres sujets, donc n'hésitez pas à nous contacter si c'est quelque chose qui vous interroge, pour qu'on puisse vous conseiller ou vous guider vers des experts. Beaucoup d'autres méthodes, théories, éléments qui peuvent participer à l'émergence. Alors rapidement, le design thinking ou l'intrapreneuriat, le social business, les side projects, il y en a quand même beaucoup. Mais déjà, je suis un peu serré en temps, alors je ne rentre pas trop dans les détails sur ces sujets-là. Quelques éléments transverses et récurrents dans toutes ces théories, dans toutes ces méthodologies et méthodes. D'abord, c'est la capacité à capter et à transformer une idée. Il y a alors je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou si c'est une légende, mais celle de l'appareil photo numérique à Kodak, où effectivement, il y a quelques décennies, un ingénieur de Kodak avait apporté l'idée de l'appareil photo numérique qui n'avait pas été retenue à l'époque. La circulation de l'information, des connaissances et des compétences en interne ou en externe dans le cadre d'innovation collaborative. L'interdisciplinarité, la fertilisation croisée entre disciplines et métiers, la curiosité, sérendipité et opportunité, et des temps de respiration et de réflexion. On dit souvent qu'on a décidé sous la douche, je pense que ça répond un petit peu à cet aspect-là. Le rêve du clou et le problème du marteau. Rêve du clou, c'est en fin de compte de ne pas avoir dans sa boîte à outils l'outil qu'il faut pour effectivement enfoncer un clou. Le problème du marteau, c'est de n'avoir qu'un seul outil dans sa boîte à outils et d'aller considérer tous les problèmes qu'en mettant un clou. Que les outils, les méthodes sont nécessaires, bien sûr, mais sont absolument pas suffisants. Et notamment, la culture interne est importante, celle de la culture de l'expérimentation, par exemple, du droit à l'erreur, tout ce qui est prototypage, le quick and dirty and better done than perfect, la culture de résolution de problèmes et de recherche de solutions, une hiérarchie, une gouvernance qui est impliquée, qui est motrice, et quelque chose d'important aussi, c'est tout ce qui est dimension d'intelligence collective pour la réduction des biais cognitifs individuels et collectifs. Quelques éléments donc, de comment on déploie ça au pôle MC2, entre les matinées techno et groupes de travail thématiques, le Forum Open Innovation ou Learning Expedition, il y en a quelques-uns, et évidemment l'accompagnement de vos projets d'innovation collaborative au pôle EMC2. Et j'en ai fini. Pour cette présentation, ce panorama là, un petit peu d'outils et de méthodologie et de théorie.